Hello, moi c'est Amna de Parenthood, le podcast roman dédié à la parentalité. Vous avez peut-être déjà entendu parler, voire même participé, à l'un des événements sur le postpartum sans tabou organisé par Cléo et Magda de #Vie de parents. Eh bien cet été, durant tout le mois de juillet, on vous propose un hors-série spécial de 5 épisodes dédiés à cet événement, avec tous les professionnels de la périnatalité qui y ont participé. Vous aurez ainsi le privilège d'entendre leurs présentations et leurs conseils à chacun et chacune d'entre eux, ainsi que celui de Curtis, le parent témoin de cet événement. Ces épisodes sont extrêmement précieux pour les parents qui peuvent se sentir seuls, isolés, effrayés par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre et découvrir, dans cette période très spéciale qu'est le postpartum. En espérant qu'ils vous apporteront des réponses, du réconfort, vous permettront de déculpabiliser, de vous sentir mieux dans votre peau et par rapport à vos décisions, je vous souhaite un beau et doux postpartum. Et maintenant, je laisse Boubacar, planificateur et coach financier chez Swiss Life Select, vous donner ses conseils administratifs et financiers pour bien se préparer, que ce soit pour la grossesse, la reprise du travail ou tout simplement le quotidien avec des enfants. Bonjour Boubacar. Bonjour Amna. Alors je m'appelle Boubacar, je suis conseiller planificateur financier, certains disent coach financier. En gros, j'aide les familles, les ménages à atteindre leurs objectifs d'une façon, on va dire, globale. Donc l'idée, c'est vraiment que tous les thèmes qui touchent la finance soient analysés pour être sûr que tout est parfaitement optimisé. Et puis dans le cadre des événements #Vie de parents, en fait, Cléo, qui est une amie de longue date et aussi du coup une cliente, m'a gentiment invité pour avoir aussi une perspective plus finance du domaine familial. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets qui peuvent être un peu techniques, un peu flous, un peu denses, pas très clairs en tout cas. Et puis mon objectif, c'était un peu de clarifier tout ça et puis de permettre aux gens d'avoir une idée un peu plus, j'ai pas envie de dire simple parce que c'est jamais simple, mais en tout cas ça leur permet d'être un peu plus serein avec les informations qu'on a pu transmettre lors de l'événement. Oui, du coup tu as participé aux événements sur le postpartum sans tabou. Exactement, ouais. Exactement. Merci en tout cas d'avoir fait cette démarche, merci à Cléo d'y avoir pensé parce que comme tu l'as dit, c'est jamais simple et même quand on trouve l'information, on n'est jamais sûr de soi, de savoir si on a bien compris. Puis comme on a toujours l'exemple de quelqu'un qui l'a fait comme ça, de quelqu'un d'autre qui a eu ci, qui a eu ça, on peut vite s'en mêler les pinceaux et c'est pas évident parce qu'en plus c'est dans des périodes où on est un peu vulnérable, j'ai envie de dire. Stressé, submergé par tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à gérer. Donc c'est vrai que quand on a un accompagnement, ça peut être un soutien appréciable, j'imagine. Ouais. Et concrètement, alors pour un accompagnement, comment ça se passe ? On te contacte et c'est plusieurs rendez-vous, on met en place une chaîne de rendez-vous ? Oui, alors je travaille principalement par tout ce qui est bouche à oreille, recommandations. C'est la meilleure manière, on va dire, de faire entre guillemets du marketing, de la publicité. C'est vrai. Tout le monde connaît ça, mais en tout cas, voilà, ça se passe sur différentes étapes. L'idée, c'est que on se rencontre déjà une première fois. L'objectif est de identifier, on va dire, les objectifs, les buts, les ambitions, les craintes, de comprendre en fait qui j'ai en face de moi. Moi aussi me présenter, donc que la personne puisse savoir à qui elle a affaire. Et ensuite, il y a un deuxième rendez-vous et c'est vraiment là qu'on va aborder les sujets de manière très concrète, que je vais apporter les solutions, tenter d'apporter vraiment une plus-value dans la situation. Et puis, c'est des rendez-vous que je fais quand on est en couple, idéalement avec les deux personnes. Ça peut être ça peut être avec les enfants aussi qui peuvent participer. Les projets, surtout quand on est en famille, c'est des projets qui concerne un peu tout le monde, donc ça fait toujours moi en tout cas ça me fait toujours plaisir de voir tout le monde en face de moi et puis voilà. Ok, merci. Une dernière question qui te concerne, j'ai cru comprendre que tu accompagnes aussi les personnes qui veulent se lancer en tant qu'indépendantes. Exactement, donc dans mon activité qui est vraiment assez large, donc c'est aussi pour celles et ceux qui ont comme envie de se lancer comme indépendante. C'était le cas de Cléo d'ailleurs. Avant de lancer justement son activité, elle m'a consulté, donc j'ai pu l'aider au tout début. Après, bien entendu, c'est elle qui a fait tout le super travail, mais j'ai pu un peu l'orienter aussi. Donc que ce soit pour une activité comme elle ou bien pour ouvrir carrément une SA ou une SARL, il y a 2-3 conseils que je peux apporter et puis surtout un accompagnement derrière qui est vraiment beaucoup plus, on va dire, pragmatique, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux assurances, tout ce qui est lié aux caisses de pension, si on veut mettre des choses en place pour les employés, si on veut couvrir et assurer des locaux avec beaucoup de matériel, etc.
les choses qui sont pas les choses les plus intéressantes, je pense, quand on se lance comme indépendant, mais il faut quand même des fois y penser. Ouais. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Ouais. Ok, bah c'est bon à savoir. C'est vrai que c'est des choses qui font parfois un peu peur, qu'on repousse un petit peu parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Non, c'est clair. Et puis, vu que moi je suis juriste de formation, peut-être que j'ai aussi une affinité un peu plus poussée par rapport aux textes et puis aux choses qui sont pas hyper sexy. Donc, si je peux apporter en tout cas un coup de pouce à ce niveau-là, je le fais volontiers, quoi. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Concernant la période de la grossesse, est-ce qu'on pourrait peut-être parler des assurances, les différences qu'il y a entre l'assurance de base, l'assurance semi-privée, l'assurance privée, par rapport déjà à la période de la grossesse et par rapport ensuite à l'accouchement? Oui. Déjà, pour commencer, il faut faire la différence entre assurance de base et assurance complémentaire. Okay. L'assurance de base, obligatoire pour tout le monde. Dès qu'on est en Suisse, on a un certain laps de temps pour s'affilier. C'est la LAMAL, voilà, la LAMAL. Et les assurances complémentaires qui, elles, ne sont pas obligatoires, fortement recommandées quand même. Et donc déjà, ça c'est la classification première. Dans l'assurance de base, quand on est enceinte, on se projette déjà le moment où on va accoucher, et puis ce qu'il faut déjà savoir, c'est que à ce moment-là, on va accoucher dans une division qu'on appelle division commune, essentiellement en fait dans le canton où on habite. Ça, c'est la couverture assurance de base par rapport à tout ce qui est lié à l'hospitalisation. Et quand on a maintenant des complémentaires, c'est souvent là en fait qu'on arrive à rajouter des petites choses, comme le nom l'indique en complément. On peut avoir des complémentaires hospitalisation semi-privée, donc qui nous permettent d'être dans une chambre un maximum avec une autre personne. On a aussi un confort un peu plus poussé. On a souvent accès au libre choix du médecin et aux cliniques privées aussi. Et après, il y a l'hospitalisation division privée, et là, c'est vraiment le must du must en termes de prise en charge. C'est souvent en plus prise en charge privée dans le monde entier. Donc, plus on monte en fait en gamme, plus bien entendu ça coûte cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tout dépend des cantons. Il y a des cantons où les hôpitaux cantonaux sont déjà très sont corrects, en tout cas on va dire ce qu'il est. Et d'autres cantons dits un peu plus ruraux où avoir une complémentaire hospitalisation, ça peut valoir la peine. Et puis je veux aussi préciser que là j'ai parlé d'hospitalisation semi-privée et privée, mais on peut avoir l'hospitalisation division commune aussi. Et qu'est-ce qui change par rapport à la base? C'est que là on a le libre choix de l'hôpital partout en Suisse, mais en division commune. Tandis que quand on n'a que la base, sauf en cas d'urgence, mais si on doit se faire hospitaliser, c'est dans le canton de domicile. D'accord. Voilà. D'accord. Et par rapport à la grossesse, est-ce qu'il y a une différence aussi par rapport à toutes les prestations qui sont couvertes sur les cours de préparation à l'accouchement ou d'autres, je ne sais pas, d'autres par exemple de la médecine alternative? Alors oui, mais tout ça en fait c'est lié aux complémentaires. Donc en fait pour répondre en ce qui concerne les complémentaires, c'est assez compliqué parce que chaque compagnie offre ses prestations à ses conditions. Et puis des fois c'est des packages aussi. Donc typiquement quelqu'un qui serait en division privée, elle a un package où la prestation qui entoure un peu tout ce qui est lié à l'hospitalisation est beaucoup plus élevée que quelqu'un qui est juste en division commune. Mais c'est clair que plus on monte en gamme, plus les prestations sont de qualité, où la couverture peut être élevée, mais la prime aussi, par conséquent, est plus élevée. D'accord. Et puis il me semble qu'il y a cette histoire aussi d'attendre les 12 semaines, et qu'à partir des 12 semaines, en fait, tous les frais sont pris en charge. Et quand on dit tous les frais, est-ce que c'est tous les frais? Exact. Alors c'est une bonne question. Donc c'est vraiment à partir de la 13e semaine. Ce qu'il faut savoir, si je reviens un peu en arrière, c'est que quand on utilise en fait les prestations de santé, on a toujours cette histoire de franchise, cette histoire de code-part. Donc c'est des participations en fait qu'on doit faire avant que la prestation soit couverte par la caisse maladie. D'ailleurs, si tu peux juste réexpliquer très rapidement, franchise code-part, comme ça. Ok. Alors franchise, c'est dans l'assurance de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle est la partie que je vais payer moi avant que l'assurance maladie me rembourse les frais ou me couvre les frais. Pour les adultes, ça va de 300 à 2500 francs. Pour les enfants, de 0 à 600 francs. Donc ça, c'est la franchise. Donc tout dépend de l'état de santé. Plus on considère qu'on a un état de santé bon, plus on sera peut-être amené à avoir une franchise élevée pour avoir la prime la plus basse aussi. Donc ça, c'est la franchise. Ensuite, la quote-part, c'est tout ce qui dépasse la franchise. Je donne un exemple. J'ai une franchise de 2500, mais j'ai des frais de 5000 au total. Je vais payer d'abord les 2500 francs. Du coup, ça veut dire qu'il y a 2500 francs qui dépassent la franchise.
Et à partir de là, il y a encore une quote-part de 10% qui va être à ma charge. Et la quote-part sur une année, elle est au maximum de 700 francs au total, si jamais. Donc quand on dépasse les 700 francs, ça reste à charge de l'assurance, exact. Ouais. Ok, et je pensais que les enfants, c'était forcément une assurance, une franchise de 0. Non. Tu as dit jusqu'à 600. Oui, D'accord. pas forcément, mais c'est fortement recommandé. Chaque fois que moi je discute de ça avec des clients, limite je dirais que c'est d'office. Pour un enfant, surtout un enfant, l'objectif c'est de ne pas devoir réfléchir et de calculer avant d'aller chez le médecin. Franchise à 0, c'est ce que je recommande. Et en plus de ça, de toute façon, les primes pour les enfants, elles sont, j'ai pas envie de dire que ça coûte pas cher parce que c'est relatif, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'un adulte. Donc autant avoir une franchise à 0, comme ça après on est un peu... Oui, parce que vu le nombre de fois qu'on c'est ça. Si on doit chaque fois réfléchir, calculer, dire non j'y vais pas et puis j'essaie de me débrouiller tout seul, c'est pas agréable quoi. Ok, merci pour cette précision. Et puis du coup, si on revient alors à cette question des 12 semaines de grossesse qui débloquent le sésame. Exactement, à partir de la 13e semaine, en fait, on a plus de franchise à payer et plus de quote-part à payer. D'accord. Et c'est pas que pour les soins en lien avec la grossesse, c'est pour tous les soins. Ah, voilà. D'accord. Donc ça c'est assez bon à savoir. Et puis il faut savoir aussi que c'est jusqu'à la 8e semaine après l'accouchement. Donc durant ce laps de temps, voilà, si on a des contrôles à faire, etc., ben c'est le bon moment, surtout que peut-être qu'avant la maman avait une franchise à 2500. J'ai déjà rencontré des gens qui avaient des franchises à 2500 et puis qui pensaient qu'elles allaient devoir payer cette franchise. Ben voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Oui, c'est sûr. C'est comme pour les enfants, on arrête d'hésiter à aller chez le médecin et puis ça devient enfin abordable. Je dirais que c'est le bon moment pour faire peut-être 2-3 petites analyses ou contrôles qu'on n'a pas voulu faire avant. Profiter de cette petite période en notre faveur pour le faire, quoi. Mais ça comprend pas les prestations qui sont un peu à part, comme le dentaire ou les soins, par exemple, lunettes. Non. Là, on parle vraiment de la LAMAL, assurance de base. D'accord. Dentaire, lunettes, ça c'est toujours des couvertures complémentaires pour les adultes. Pareil pour tout ce qui est médecine alternative, ostéopathie, j'imagine. Ouais. Voilà. Okay. Exact. C'est assez spécifique. Exact. Ok, merci. Et puis, on a parlé donc du coup de cette 12e semaine de grossesse et des assurances, des différents types d'assurances. Voilà, on disait que ça pouvait être plus intéressant d'avoir une assurance semi-privée ou privée quand on est enceinte, mais il y a un petit hic quand même par rapport à... Oui, il faut être très prévoyant. Il faut y penser un peu en avance. Ouais. Je dirais que ça dépend toujours un peu de la philosophie de chacun et puis de la vision de chacune, parce que c'est pas indispensable d'être en semi-privé. Si la personne considère que être en division commune, partager la chambre avec d'autres personnes, c'est pas dramatique, elle peut rester en division commune. Si maintenant on veut passer de division commune à division semi-privée, donc augmenter la prestation, on peut le faire. Bien entendu, il y aura un questionnaire de santé à remplir, donc on peut être refusé parce que les complémentaires ont le droit de mettre des réserves ou des refus s'ils considèrent qu'on est une personne trop à risque. Et puis en plus de ça, il y a des délais d'attente, on appelle ça délai d'attente, délai de carence. C'est-à-dire que, grosso modo, si on accouche dans 2 mois et puis qu'on fait ce changement, on ne va pas être pris en charge en semi-privé. Et c'est souvent des délais de 9 mois minimum. Donc il faut avoir un minimum d'anticipation. C'est pas toujours aussi simple, je sais. Mais c'est clair qu'il faut faire attention à ça. Oui, d'accord. Et à partir de là, si on est déjà en semi-privé, par exemple, on apprend qu'on est enceinte et qu'on veut passer... pour une raison ou une autre en privé, c'est possible ou il y a encore ce délai de carence ou une fois qu'on est déjà dans le... Non, c'est pareil. Chaque fois qu'on augmente le niveau de prestation, il y a toujours cette question de santé et ce délai d'attente. Maintenant, quand on fait des assurances maladie, ce qui est mon cas avec les clients, il y a des petites clauses qu'on peut rajouter dans certaines compagnies, certaines complémentaires, où en fait on se garantit la possibilité de passer en semi-privé quasiment chaque année ou chaque 2 ans sans devoir refaire un questionnaire de santé. Et ça peut être intéressant aussi. Les gens ne savent pas forcément, donc je l'explique, je le propose, et puis si c'est quelque chose qui parle, on le met en place, quoi. D'accord, je ne savais pas du tout. Merci. L'un des points aussi qui me vient à l'esprit, c'est le fait que on est enceinte. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'enrouler, même surtout l'administratif, on commence à penser à plein de choses, et on va devoir aussi se pencher sur l'assurance du bébé. Et puis
ce que certaines personnes font, c'est elles attendent d'accoucher avant de mettre en place les assurances, ce qui est faisable. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les assurances prénatales, c'est-à-dire qu'on met en place l'assurance base et complémentaire avant la naissance pour éviter que si le bébé naît avec un petit souci, mais ça peut être des fois même parce qu'il a juste été prématuré, mais qu'après il y a rien. Si le bébé naît avec un petit souci de santé, la complémentaire pourrait refuser ou mettre des réserves. Et ça veut dire c'est quasiment des réserves ou un refus pendant très longtemps. Ah, mais même pour un enfant à naître, exactement. Un enfant né, je veux dire, ils peuvent refuser. Oui, exact. Okay. Tandis que quand on fait une assurance prénatale, en fait, on se garantit qu'il n'y a pas ce genre de problème, quoi. Donc, on l'a fait avant la naissance. La prime est à payer juste au moment de la naissance. Donc, on ne paye pas en avance, on paye quand le bébé est né. Et puis, à ce moment-là, au moins, on s'assure, on est assez serein à ce niveau-là, on s'assure que le bébé n'aura pas de réserve, pas de refus. Mais il y a tout intérêt en fait de le faire, surtout si en plus on ne paye pas forcément avant, c'est-à-dire que le délai court à partir de la naissance. Exact. Et au moins c'est une démarche administrative en moins qu'on a à faire. Exactement. Après il y a toujours des exceptions dans les exceptions, mais là, ça c'est le principe de base. Il y a j'ai une compagnie en tête, il y en a certainement plusieurs, mais je veux dire, il y a des compagnies qui permettent quand même de faire ça encore dans le mois qui suit la naissance. Et puis il faut savoir que ces refus et ces réserves, c'est que l'assurance complémentaire. Donc quand on fait une prénatale, c'est surtout la partie complémentaire qui est importante de faire avant la naissance. D'accord. Si on fait l'assurance de base au moment de la naissance, vu qu'il n'y a jamais de refus ni de réserve pour cette partie-là, c'est pas très grave. Donc ça veut dire que si l'enfant naît prématurément ou qu'il y a un souci à la naissance, c'est forcément pris en charge dans tous les cas? La partie LAMAL, pour les prestations LAMAL, oui. D'accord. Ouais. La différence, c'est que voilà, si c'est une division semi-privée ou si il y a des soins supplémentaires. D'accord. Exactement. Ok, merci. Quand on parle d'enfants prématurés, il y a des spécificités et je pense par exemple aux parents qui doivent avoir besoin de soutien, des aides, je crois, à domicile ou qui peuvent avoir besoin de rester plus longtemps à l'hôpital. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ces assurances prénatales ou de l'assurance des parents? Alors, de tête comme ça, je sais que quand on a une couverture dans certaines compagnies, bien entendu c'est toujours un peu cas par cas, mais tout dépend un peu du niveau de couverture qu'on a, mais il y a des prestations qui permettent quand même, typiquement quand il y a des soucis puis qu'il faut qu'on doit rester plus longtemps à l'hôpital, d'être accompagné par quelqu'un. Il y a aussi des prestations qui peuvent être, bon ça c'est plus pour les adultes, mais d'avoir un soutien à domicile s'il y a eu une hospitalisation et puis que le retour à la maison est un peu compliqué. Quand on a un enfant, il y a aussi, et là je mets vraiment des pincettes parce que je connais pas par cœur comme ça, mais je sais qu'il y a aussi un moment donné où c'est l'assurance de la maman qui prend en charge la couverture de l'enfant, surtout quand il y a un souci, typiquement tout ce qui est prématuré, etc. Et puis voilà. Pour rester alors du coup sur le thème de la grossesse, par rapport aux droits de la femme enceinte qui est employée. C'est assez large, on va dire beaucoup de choses, je pense, mais globalement, il y a des règles quand même à respecter par rapport au mode de travail et par rapport à tout l'environnement de travail pendant toute la grossesse. Exact, donc c'est souvent un moment qui, chaque grossesse est différente, mais c'est un moment qui nécessite quand même de faire un peu attention, de ménager certains efforts, de pas brusquer non plus trop la maman. Et puis effectivement, dans le monde du travail, il y a certaines règles que les employeurs doivent respecter. On va dire des aménagements, des facilitations de la vie professionnelle pour permettre à la maman d'avoir une grossesse plus confortable. Un exemple, typiquement, la journée de travail ne devrait pas dépasser 9 heures. Donc, on pourrait avoir un contrat de travail qui dit que sur tant de jours, on travaille plus longtemps que 9 heures, mais ça ne devrait pas dépasser 9 heures. On devrait éviter aussi tout ce qui est des tâches pénibles, voire dangereuses. L'idée, c'est vraiment de faire attention par rapport à ça. Et puis, si c'est pas possible, de toute façon, l'employeur doit aménager ou faire en sorte que la personne ne soit pas confrontée à ce genre de risque. Après, il y a aussi tout ce qui est lié aux horaires de nuit. Donc, si la personne travaille normalement, par exemple, de 20h à 6h du matin, en fait, elle peut demander à son employeur de travailler le jour. Parce que il faut qu'elle se repose aussi. Une autre chose, un exemple, donc si on est à 8 semaines avant l'accouchement, elle ne peut pas de toute façon travailler la nuit. Donc, il y a des horaires des fois de nuit dans certains jobs, mais de 20 à 6 heures,
elle devrait pas, j'ai presque envie de dire, elle n'a pas le droit de travailler. Donc elle a le droit de l'expliquer à son employeur qu'il doit aménager et puis faire en sorte qu'elle fasse plutôt les horaires de jour et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc c'est différentes choses qui permettent justement de faciliter un peu la vie professionnelle de la future maman. Et il faut pas hésiter à le demander et à en discuter. Peut-être qu'il y a des employeurs qui connaissent pas tout dans les détails, ils sont peut-être aussi ils sont souvent de bonne foi. Il faut juste en parler et puis normalement ça devrait bien se passer, quoi. Ok, merci. Là, on a bien abordé la période de la grossesse. On peut passer à la période qui suit, la période du congé maternité. Oui. Donc on va dire que voilà, on revient au travail, mais c'est pas pour autant qu'on a fini d'être la maman d'un enfant tout petit. Et puis il y a pas mal de choses qui doivent aussi être aménagées pour faciliter la vie de maman qui a repris le travail. Et là on parle notamment aussi de tout ce qui est aménagement en termes de temps par rapport à l'allaitement. Donc il y a des mamans qui continuent d'allaiter malgré le retour au travail. Et puis là, il faut aménager justement des moments. Tout dépend un peu de la durée de la journée. Mais un exemple, par exemple, il faudrait 30 minutes pour une journée qui dépasse 4 heures et qui va jusqu'à 7 heures. Et puis 90 minutes de temps d'allaitement par jour pour les journées qui dépassent les 7 heures de travail. Donc quand on parle de ça, ça veut aussi dire d'avoir un endroit où on peut avoir un minimum d'intimité qui doit être disponible. Et puis là aussi, tout comme avant, quand on était enceinte, les métiers pénibles ne devraient pas nous être imposés en tant que maman qui revient au travail. Et les journées de travail de plus de 9 heures non plus. Et c'est pendant combien de temps, du coup, ce délai après le retour au travail? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que c'est en tout cas tout le temps où on est une maman qui allaite. Voilà, en tout cas. On a droit à ça, donc il ne faut pas hésiter à en discuter. Et puis c'est quasiment une obligation, de toute façon, qu'il le veuille ou non, voilà, ça fait partie de nos droits. Et puis en parlant de délai, on n'a pas parlé du délai du congé maternité en soi, durée standard, je dirais. Ouais, alors là, c'est une bonne question aussi. Donc on a le congé maternité qui dure 14 semaines, ça c'est par la loi. Et maintenant il y a typiquement Genève qui octroie 2 semaines de plus. Mais ça, c'est du coup le droit cantonal qui vient compléter un peu ces 14 semaines. Donc c'est pendant 14 semaines qu'on a droit à 80% en fait du revenu qu'on avait avant le congé. C'est plafonné aussi, donc ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est au maximum 220 francs par jour, brut. En gros, 200 francs, parce que quand on enlève les déductions, parce qu'on a toujours des cotisations qui sont faites, c'est 196 francs net qu'on reçoit. Et je rebondis en fait sur cette question parce que je sais pas si tu es au courant, mais dernièrement à Genève, il y a eu un petit changement. C'est une avancée. Après, il y a toujours un petit bémol. C'est qu'ils permettent en fait d'avoir une sorte d'allocation familiale qui peut être aussi partagée avec le papa ou avec la personne qui n'a pas les allocations maternité. Donc ce serait 8 semaines supplémentaires. Sur ces 8 semaines, il y a 2 qui sont réparties un peu comme on le souhaite entre le papa et la maman, ou en tout cas la maman qui a les congés maternité et celles qui n'ont pas. Et puis sinon, il y a 6 semaines qui vont obligatoirement à l'autre parent. Donc ça, c'est une nouveauté. Mais le bémol, c'est que déjà, premièrement, on cotisera à Genève pour ce droit supplémentaire. Et puis, c'est pas une obligation pour l'employeur de l'accorder. Voilà. Donc, ça se passe comment? Il faut la demander? Ou il peut refuser? En tout cas, on cotise obligatoirement, mais l'employeur, il n'est pas obligé de l'octroyer, quoi. D'accord. Donc, il pourrait dire non, moi, je le fais pas. Donc, c'est une petite avancée. Ça donne la possibilité de l'avoir. Mais on risque d'être confronté à des employeurs qui ne vont pas l'octroyer tout de suite, en tout cas. Mais ça donne, en tout cas, déjà une petite ouverture vers un complément un peu de ce droit qui va peut-être aussi se répandre un peu dans les différents cantons. D'accord. Et du coup, actuellement, le papa, tu connais les délais de congé pour le papa? Alors, le papa, déjà en termes de prestations, c'est pareil, c'est 80%. Et puis c'est plafonné à ces 220 francs que j'ai cités tout à l'heure. Donc là, ça dépend aussi toujours de l'employeur, etc. Maintenant, le papa, il a aussi les 80% de son revenu, maximum 220 francs brut par jour, ok. Et il a 14 indemnités minimum journalières prévues. Mais au plus tard, enfin pour réclamer ces indemnités, il a au plus tard 6 mois. D'accord, donc dans les 6 mois. C'est dans les 6 premiers mois qui suivent la naissance qu'il peut faire valoir ce droit.
Et après, ça dépend aussi de certains employeurs qui donnent plus, qui donnent des compléments. Donc ça, c'est à vérifier, on va dire, aussi au cas par cas. En tout cas, c'est 14 indemnités journalières garanties pour le papa. D'accord. Il y a un point important aussi durant la grossesse et puis donc après le retour, après le congé maternité, par rapport à l'employeur, impossibilité de licencier la femme enceinte ou la maman qui revient travailler. Exactement, donc ça c'est quand même une protection qu'ont les femmes enceintes ou les nouvelles mamans, entre guillemets. On n'a pas le droit d'être licencié pendant la grossesse, première chose. Et on n'a pas le droit d'être licencié non plus pendant les 16 semaines qui suivent l'accouchement. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Sinon c'est tout ce qui est licenciement abusif et c'est totalement illégal. Par contre, on peut démissionner quand on veut. Nous, on n'est pas tenu de rester auprès du même employeur durant ce laps de temps. On peut démissionner quand on veut. Maintenant, je dirais que c'est un petit bémol par rapport à tout ce qui est lié à l'égalité de traitement, si je peux me permettre, mais simplement que le père, lui, il peut être licencié pendant son congé paternité. Ouais. Donc, il ne jouit pas du même privilège. Mais voilà, juste pour savoir. Très bien qu'il y ait aussi une avancée à ce niveau-là. Ouais, ça viendra sûrement. D'accord. Et donc, on a déjà parlé aussi de la durée du congé maternité qui peut changer si la maman allaite. Oui, ça dépend toujours de l'employeur. En gros, on a le congé standard, on a dit, 14 semaines partout, et puis petite spécificité Genève où le canton rajoute 2 semaines. Maintenant, il y a des employeurs qui permettent aux mamans qui allaitent d'avoir quelques semaines supplémentaires, justement par rapport à ça. Il y a des entreprises privées qui donnent quand même pas mal de choses. Oui. En plus, hein. Oui. Notamment par rapport au congé, par exemple, paternité, c'était avant déjà, ils avaient, parce qu'avant, la loi avant, c'était juste un jour, je crois. Voilà. Donc déjà, avant que la loi change, ils donnaient quelques jours, quelques semaines. Et, donc des fois, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde, je dirais, de se renseigner vraiment auprès de l'employeur qu'on a, auprès de peut-être le futur employeur qui peut être tentant, mais il y a aussi ces petits à côté où je pense que ça vaut la peine de se renseigner. Comme ça, au moins, on n'a pas de surprise, quoi. C'est vrai que ça vaut toujours la peine de poser des questions, en tout cas, on n'a rien à perdre. Exactement. Ok, et pour continuer sur la lignée de l'allaitement, il y a des indemnités spécifiques justement à l'allaitement? Oui, alors, on a expliqué au départ cette différenciation entre l'assurance de base, l'AMAL et les complémentaires. L'assurance, l'AMAL, la base, ne donne pas d'indemnité pour allaitement. C'est plutôt vraiment dans certaines complémentaires. Et là, je dis vraiment certaines parce que là aussi, c'est du cas par cas. Et puis, c'est pas hyper répandu, qui permettent justement d'avoir une participation en fait aux frais d'allaitement. Par exemple, 200 francs par cas. Pas forcément par mois, mais par cas, peut-être un peu plus, un peu moins. Faut voir. Mais ça existe, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, la LAMAL permet quand même d'avoir une participation à hauteur de 150 francs pour tout ce qui est des conseils liés à l'allaitement. Donc ça peut être des conseils, souvent c'est avec la sage-femme ou avec une personne en tout cas du domaine. Donc voilà, par rapport à ça, il y a une participation de l'assurance de base. Maintenant, pour tout ce qui est vraiment les frais d'achat du lait qui fait partie du budget clairement, je dirais que c'est pas hyper répandu, mais ça peut exister, ça dépend un peu des complémentaires. La question des indépendants, est-ce qu'il y a au moins une aide pour le congé maternité, paternité? Est-ce qu'il y a quelque chose où il faut vraiment bien s'organiser? Donc quand tu dis congé, alors il n'y a pas de congé, ça c'est vrai, on a droit aux allocations quand même maternité. Alors il y a les allocations de naissance et puis les primes de naissance et allocations pour enfants, ça on y a droit, mais on a aussi droit aux 80% de notre revenu quand on est indépendant. Hein. Et après il y a d'autres cas de figure, même quand on est au chômage, on y a droit. Après les conditions, c'est en fait il faut être affilié, il faut avoir cotisé au premier pilier pendant 9 mois qui précèdent et avoir reçu un revenu pendant minimum 5 mois. Mais il faut être en Suisse et puis avoir cotisé premier pilier minimum 9 mois avant. Et puis avoir aussi eu un revenu durant ce laps de temps de 9 mois pendant minimum 5 mois. Donc oui, en tant qu'indépendante, si, bien sûr.
Et du coup, concernant la situation des parents indépendants, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un congé légal qui est octroyé au papa ou aux mamans? Ouais, on va dire que c'est clair que c'est plus difficile quand on est indépendant de prendre congé par rapport à son activité qui devra probablement aussi s'arrêter à cause de ça. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on a aussi droit aux allocations maternité, donc ces indemnités maternité ou paternité, qu'on soit salarié ou qu'on soit en tant qu'indépendant, indépendante, on a droit à ces prestations-là. D'accord. Maintenant, il y a toujours des conditions quand même qu'il faut respecter. Première condition, c'est être soumis à l'AVS pendant les 9 mois qui précèdent la naissance. Et puis, durant ces 9 mois, il faut avoir exercé une activité lucrative pendant au moins 5 mois. Et dès qu'on est dans cette catégorie-là, on a droit à ces prestations. C'est bien, ouais, parce que c'est vrai que quand on est indépendant, on se lance un peu sans parachute, un peu, hein. C'est quelque chose qui fait peur. Il y a pas mal de prestations autres, donc là, qui sortent du sujet du jour, mais qui sont pas mises en place automatiquement, qu'il faudrait mettre en place soi-même, mais c'est un peu compliqué. Mais à savoir qu'on a cette prestation-là, je trouve que c'est très bien, ouais, effectivement. Ok. Il y a toujours des trucs à dire, c'est tellement dense, hein, il y a beaucoup de cas par cas. Des conseils, ouais, on va dire qu'on a ce cadre légal qui existe, avec les conditions, les ci, les ça, ok. Mais il faut toujours regarder au cas par cas, parce que ce soit l'employeur, que ce soit l'assurance, vu que c'est souvent des droits privés. Puis ça change. Ça change, ouais. Alors merci à toi, je pense que là on a vu pas mal de sujets, enfin pas mal de points par rapport à ce sujet. Ouais. Du coup on va pouvoir aborder l'aspect fun, l'aspect financier. Ouais. Je vois ton sourire, je sens que t'aimes bien. Ouais, j'apprécie bien, effectivement. Mais déjà avant de rentrer vraiment dans les détails un peu techniques, tu pourrais nous dire combien coûte un enfant en moyenne par année ou par mois? Oui, alors... bien entendu, ça dépend à chaque fois de l'enfant, ça dépend du canton, ça dépend des parents, etc. Mais un enfant, ça peut coûter cher, plus ou moins cher. On a l'Office fédéral de la statistique qui avait fait une étude justement sur ce sujet et qui disait que un enfant en moyenne coûte 1300 à 1800 francs par mois. Donc ça dépend de l'âge aussi. Et les frais de garde sont compris dans les... Alors, justement, ici, le calcul ne comprend pas les frais de garde. Et puis tout ce qui est frais et coûts indirects comme la baisse d'un revenu, typiquement. Ça compte aussi en fait, parce qu'il y a des fois un des deux parents qui doit baisser son activité, donc c'est pas pris en compte. C'est plus fréquent que ce qu'on imagine. Et ça arrive assez souvent. Et puis aussi la valeur du travail de la maman souvent, mais aussi du papa, n'est pas calculé là-dedans. Donc entre 1300 et 1800 francs, ce qui fait que jusqu'à environ 20 ans, un enfant coûte 370 000 francs si on fait un calcul grossier, mais en tout cas coûte beaucoup d'argent. Sans compter les études. Sans compter les études, exactement. Et le mode de garde. C'est ça. Non, c'est clair. Et puis tu parles des études, donc on dit aussi qu'en moyenne par année, un enfant peut coûter 14 000 francs par année. Donc là, on parle de ceux qui sont en plus logés chez les parents. Et puis ceux qui doivent encore se loger, là, c'est presque le double. On est, selon les chiffres de l'étude, à 26 000 francs par année. Donc c'est clair que si on ne se prépare pas ou si on n'anticipe pas ce moment-là, c'est quelque chose qui peut être difficile à surmonter. Presque impossible, parce que c'est quand même des charges et des frais qui sont assez conséquents. Après, il y a des enfants qui participent aussi, qui font des jobs d'étudiants. Moi, je suis passé par là. Beaucoup de personnes sont passées par là. Mais c'est bien d'anticiper, en tout cas, de mettre petit à petit de l'argent de côté. Ça peut être pour les études, ça peut être pour lui offrir son futur tour du monde, ça peut être pour un futur logement aussi, pour participer à un logement. Mais mettre petit à petit de l'argent de côté idéalement depuis la naissance, mais on va dire depuis le plus longtemps possible. C'est pas un effort douloureux pour les parents quand c'est une petite somme, mais avec tout ce qui est lié aux effets cumulés par rapport aux intérêts sur plusieurs années, des fois plusieurs dizaines d'années, là ça devient assez intéressant. Et c'est le conseil que je fais typiquement aux parents qui s'apprêtent à avoir un enfant. On discute déjà de ça, et puis après au moment de la naissance, on peut mettre en place justement un compte spécialement pour l'enfant. Et là, il y a différents comptes aussi qui existent, comptes qui sont investis, pas investis, qui sont investis dans des produits dits durables, éco-responsables ou bien pas du tout. Là, c'est vraiment aussi du cas par cas par rapport à chaque personne. Mais voilà, le conseil,
épargner petit à petit depuis le plus longtemps possible, ça permettra d'atténuer un peu la douleur de ces frais assez conséquents. Et puis si on pense que dans certaines familles, il y a 2, voire 3, voire 4 enfants, ça augmente vite les coûts. Exactement. Et en Suisse, on est considéré comme famille nombreuse à partir de 3 enfants. C'est ça. Est-ce qu'il y a des aides, de nouvelles aides ou des aides un peu plus conséquentes à ce moment-là pour les familles de 3, 4 plus enfants? Alors, par rapport aux aides qui peuvent exister pour les familles nombreuses, les premières aides auxquelles c'est pas vraiment une aide, mais c'est un petit avantage. Dans les assurances, souvent, on a des packages familiaux qui permettent d'avoir des primes un peu plus basses. On a même des assurances qui permettent au 3e enfant d'avoir une prime de 0, voire, allez, on va dire de 50%, mais il y en a qui vont jusqu'à 0 francs. Donc ça, c'est déjà pas mal, parce que c'est souvent aussi les assurances, c'est des frais qui plombent pas mal le budget. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, pour tout ce qui est lié aux aides, tu vas me dire, je le dis souvent, c'est un peu du cas par cas. Ça dépend aussi, je pense, des cantons. Ça dépend aussi de la situation financière des parents. Oui. C'est clair que quelqu'un qui a une situation financière, entre guillemets, aisée, n'a pas à demander autant d'aide ou de participation de l'État, du canton, de la commune, que quelqu'un qui est en difficulté. Mais c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et puis, concernant les allocations, par rapport aux dépenses que tu viens de citer, de 1300 à 1800 par mois, ça reste quand même toujours, pas forcément dérisoire, mais ça reste peu effectivement, mais c'est vrai qu'on a déjà de la chance d'avoir ces allocations. Exact. Comment est-ce qu'on fait pour les demander? Parce que moi, je me rappelle qu'au début, je ne savais pas du tout. Non, c'est clair. Alors, déjà, ça, c'est, pour un peu contextualiser, c'est une contribution à l'entretien de l'enfant. On se dit, un enfant qui naît va de toute façon coûter un peu d'argent. Donc ça nous permet d'avoir une participation et puis un petit soulagement financier. C'est au minimum, donc ça c'est le cadre entre guillemets légal qui dit que c'est au minimum 200 francs par enfant, mais maintenant c'est cantonal. Donc chaque canton a sa prestation. Certains cantons permettent d'avoir une prestation intéressante, plus élevée que d'autres. Et puis il y a ce qu'on appelle en fait du coup les primes de naissance aussi qui viennent se rajouter. Donc en fait, dès que l'enfant naît, là on a une prime, on va dire en un coup. C'est pas mensuel, c'est vraiment un capital qui est versé pour la naissance de l'enfant. Si je donne un exemple, typiquement à Genève, on a prime de naissance de 2073 francs et puis 311 francs par mois par enfant. Et pour ceux qu'on considère comme famille nombreuse, donc dès le 3e enfant, en fait ces primes augmentent, passent de 3073 francs pour la prime de naissance et 411 francs dès le 3e enfant. Okay. Donc ça c'est intéressant de savoir, mais ça dépend des cantons. C'est assez facile d'avoir ces infos-là. Chaque canton a un site de l'office cantonal de telle ou telle prestation qui permet en fait de se renseigner très facilement. Et puis comment est-ce qu'on le demande? C'est souvent via un formulaire qu'on peut trouver sur leur site. Il y a des cantons qui l'envoient automatiquement à la maman, enfin aux parents qui viennent d'avoir un enfant par courrier. Du coup, c'est à la maman de remplir les données de naissance et après de recevoir cette prestation. Ok, merci. Et par rapport aux impôts, ça compte comme un revenu? Les impôts, c'est souvent le sujet qui pique un peu. Et malheureusement, toutes ces prestations sont considérées à 100% comme du revenu. Donc, on paye les impôts sur ces prestations-là. Ok, merci. On a parlé tout à l'heure des assurances. Oui. Une des dernières questions, c'était de savoir, en fait, on entend beaucoup parler des assurances dentaires pour les enfants, donc quand est-ce qu'il faut commencer à la contracter, parce qu'après, sinon, ça risque d'être plus difficile. C'est vraiment un des gros sujets, je pense, un des sujets phares pour les parents. Effectivement, en plus, les frais dentaires, je ne connais pas le pourcentage, mais beaucoup d'enfants vont être amenés à avoir des fois des soins d'orthodontie, donc c'est plusieurs milliers de francs, donc c'est clair que c'est une couverture très importante, surtout pour les enfants. Maintenant, c'est des complémentaires. Donc, qui dit complémentaire dit droit privé, qui dit droit privé dit cas par cas, dépend des complémentaires qu'on choisit, dépend de l'assurance qui propose cette couverture. Globalement, il y a normalement, durant les premières années de l'enfant, un laps de temps dans lequel, si on conclut à ce moment-là l'assurance dentaire, on n'a pas de questionnaire de santé à remplir, on n'a pas d'examen à faire chez un dentiste au préalable. Et c'est vraiment ce laps de temps qui dépend des compagnies. Certaines compagnies permettent que jusqu'à la 6e année,
on n'a pas de questionnaire et de test au préalable à faire. Donc, idéalement parlant, autant attendre le plus longtemps avant de faire une assurance dentaire qui peut aussi coûter un peu, voilà, qui rajoute des frais d'assurance. Mais il y en a d'autres, c'est plutôt au bout de 2, au bout de 3 ans, et puis il faut se renseigner. Donc moi, le conseil que je ferais, c'est quand on est assuré chez X ou chez Y, compagnie d'assurance, posez la question. Vous pouvez vous renseigner parce que les infos existent, mais c'est pas forcément hyper digeste, hein, les conditions générales, etc. Donc en fait, posez la question et puis ils vont vous renseigner. Après, on va dire que le risque, c'est que si on dépasse ce délai, on nous demande de remplir un questionnaire de santé, d'aller faire un test chez un dentiste. Et si le dentiste dit « Ah oui, votre enfant a de fortes chances de devoir avoir un appareil dentaire pour x, y raison », et là, on risque d'avoir en fait un refus qui peut coûter très cher pour les parents. Ok. Mais après, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. C'est aussi les finances, c'est plein de trucs. Donc, tout quand ça monte, ça peut être que cool, quoi. Ouais. Ça m'aide à gérer. Parce que c'est vrai, ça coûte cher. Oui. Mais on va pas rentrer dans ces détails. En fait, on est très dépensier chez nous, dans ma famille. Enfin, même avec Jess et tout. On a du mal à faire des économies. Mais en fait, mon boulot fait que je peux gagner très vite et je dépense beaucoup. Mais je peux mettre de côté aussi. Mais c'est des choix de vie, je pense, tu vois. Mais quand on a des enfants, on commence à penser très différemment. Tu vois, il y a 2 ans, on disait compte épargne. On a fait le compte épargne, 0 dedans. Pourquoi tu fais un compte épargne? Au moins, on a fait le truc, tu vois. Ce que je veux dire, c'est très spécial. Il y avait de la bonne volonté. Voilà. Mais voilà, ce que je veux juste dire, c'est que ça joue beaucoup aussi sur la santé mentale et le truc familial. Mais oui. Les finances. Oui. Et puis, oui, c'est clair. Parce que c'est une charge. C'est clair que c'est une charge. Et quand tu as cette charge en plus sur le dos, ça va pas. Merci beaucoup, Boubacar. Merci à toi. Toi, ton conseil aux parents, c'est vraiment poser des questions, renseignez-vous et épargner le plus tôt possible, petit à petit. Je dirais que poser des questions, ça coûte rien. Donc, je dirais même que ça peut nous permettre d'éviter des frais ultérieurement qui, eux, coûtent très, très cher. Faut poser des questions, faut se renseigner auprès de l'employeur, auprès de l'assureur chez qui on est. Si on a un conseiller ou quelqu'un qui nous accompagne dans ces domaines-là, ça peut faciliter justement ces questions-là. Il y a certaines réponses qui peuvent venir assez rapidement. Et puis, c'est toujours bon de faire une analyse globale des différents prestataires chez qui on pourrait avoir recours pour telle ou telle prestation. Il y en a qui ont des prestations qui nous correspondent plus en fait plutôt que d'autres, donc ça peut aussi valoir la peine. Et puis c'est clair que un enfant qui un jour voudra peut-être faire des études, faire le tour du monde, il faut y penser. Et puis idéalement parlant, pour n'importe quel projet, pas que pour les enfants en fait, mais pour n'importe quel projet, plus on s'y prend tôt, moins l'effort sera douloureux. On peut vraiment mettre de côté une petite somme, ça peut être 100 francs, ça peut être 200 francs. Et avec le temps, les effets cumulés joueront en notre faveur et nous permettront d'avoir un petit pécule qui allège, on va dire, la facture au final, quoi. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Boubacar. Alors, merci à toi, Amna. C'est des informations qui sont extrêmement précieuses, alors merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et toi, en tant qu'homme, mais en tant que papa aussi, tu as senti que la différence à l'arrivée de tes filles, de toutes ces questions, ces questions perpétuelles qui viennent en tête et que ce stress un peu, ces responsabilités Oui, c'est des sujets que j'avais abordés dans ma vie professionnelle, dans mes formations que j'ai fait aussi dans ces domaines-là, mais c'était pas personnel. Donc en fait, c'est vrai que c'est au moment où on devient papa. Alors moi, je peux parler que pour moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de papas qui ont vécu ça. On a vraiment une pression ou un stress qui est pas forcément un stress négatif, mais c'est vrai qu'on se dit il y a beaucoup de choses maintenant qu'il faut gérer. Déjà, on doit se gérer soi-même. C'est pas toujours hyper simple. Quand on est en famille, dans une vie de couple, il y a aussi des choses qu'il faut gérer. Et puis là, il y a un enfant qui arrive, qui dépend à 100% de nous. Et puis, il y a pas mal après de lettres, on reçoit des courriers. Mais on se dit, ça c'est pourquoi. Ça dépend aussi des cantons, qu'on soit dans le canton de Berne ou le canton de Vaud, il y a des différences. Et après, il faut tout mettre ensemble. Mais je l'ai senti, clairement. Après, entre guillemets, la chance que j'ai, c'est que vu que c'est des choses que je peux facilement, je vais dire, comprendre, ça me met moins de stress quand je les ai sous les yeux, mais j'ai clairement conscience que chacun son métier déjà, et puis il y a des gens qui ils travaillent toute la journée, ils rentrent chez eux, ils reçoivent encore du courrier, ils savent pas ce qu'ils doivent faire, et on leur dit qu'ils doivent envoyer tel document, telle demande. Du coup j'ai beaucoup mieux compris en fait à quel point ça pouvait être stressant, mais bon, il faut pas non plus négliger de dire que quand on est
papa, tout ce stress est facilement contrebalancé par la joie et le bonheur que les enfants peuvent procurer. Et ça, je pense que c'est le message principal quand même qu'il faut retenir. Parce que là, on a parlé de beaucoup de sujets qui peuvent être un peu vécus négativement. L'argent, les dépenses, les impôts, les allocations, l'employeur qui fait ci, qui fait ça. Mais au final... Ouais, un câlin, un sourire, ça contrebalance les frais dont on a... Exactement. Au final, ça vaut, je dirais pas ça vaut les frais. Les frais en vaut clairement la chandelle. Donc, on se jette dedans. Hein, c'est ça, exactement. Et puis c'est de toute façon toujours une nouvelle aventure. Donc chacun après le gère comme il peut, mais le bonheur, il compense tout le reste, j'imagine. Ouais. Eh ben, merci en tout cas d'alléger cette charge mentale des parents. Merci à toi, merci pour l'invitation. Se concentrer que sur le bonheur. Et merci beaucoup. Merci, avec plaisir quoi. Merci en tout cas.